La lecture d'un article sur les pygmées dans la revue hors-série de janvier 2022 du journal Le Monde m'a inspiré l'écriture du sous-chapitre suivant que j'ai placé dans le futur livre au début du chapitre intitulé Doctrine, État et Fédération d'États que j'ai posté précédemment. Cette mini-étude anthropologique participera, je crois, à une meilleure compréhension de l'évolution de l'humanité. Début du sous-chapitre, intitulé Des sociétés premières à la civilisation moderne. La civilisation est l'ensemble des caractères communs aux sociétés les plus évoluées, ou l'ensemble des phénomènes sociaux communs à une société ou un groupe de sociétés, selon le dictionnaire Robert. Les Occidentaux entendent par évoluer les civilisations industrialisées de culture écrite. Pourtant, les civilisations premières, qui sont constituées de groupes sociaux qui vivent en osmose avec la nature, sont plus stables et pérennes que les civilisations dites évoluées. Sinon, il y a longtemps que l'humanité aurait disparu. Prenons l'exemple des peuples pygmées. Ces chasseurs-cueilleurs de petite taille vivent ou vivaient dans les forêts équatoriales d'Afrique centrale depuis des millions d'années. Pour renouveler leur territoire de chasse, ils déplaçaient leurs campements et replantaient des plantes comestibles qu'ils récoltaient dans la forêt, si bien que les sols des anciens campements étaient plus riches en nourriture que le reste de la forêt vierge. Toute leur vie était rythmée par la musique et la danse, et chaque situation de l'existence avait son propre chant polyphonique. Il n'existait aucune hiérarchie au sein des groupes pygmées, et leur société basée sur le partage, sans aucune monnaie, était l'une des plus égalitaires au monde. Ils connaissaient si bien la forêt que leur talent passait pour magique chez leurs voisins bantous agriculteurs. La nature était leur espace de travail, de récréation et de repos. Toute leur culture, leurs représentations, leurs mythes et leurs rites étaient associés au respect de la nature mère à laquelle l'homme est soumis. Le succès de la chasse dépendait de la générosité de la nature. Les pygmées, comme toutes les sociétés premières, étaient animistes et dépositaires du savoir ancestraux qui respectait l'équilibre des écosystèmes naturels. La forêt est un réservoir naturel inépuisable de nourriture et de remèdes capables d'absorber les déchets de ces petits groupes sociaux sans générer de pollution. Prenons l'exemple de leur médecine. Début de citation. Les maladies étaient traitées par les écorces, les racines, les feuilles, les herbes, la consommation de certains produits animaux, l'utilisation des insectes et d'autres produits de la forêt. Fin de citation. Toutes ces connaissances médicinales sont recherchées par les laboratoires pharmaceutiques pour créer de nouveaux médicaments. C'est pour cette raison paradoxale, pour un occidental, que je qualifie leurs savoirs ancestraux de science totale et illimitée comparée à la science moderne qui est construite avec une vision restreinte de la nature, de l'univers et de leur connexion avec l'humanité. Mais dans les années 1950, les voisins des Pygmées, les cultivateurs bantous, ont commencé à pratiquer l'abattage de la forêt pour faire des cultures d'exportation. La réduction de leur espace vital a contraint les Pygmées à la sédentarisation et à la pratique de l'agriculture pour survivre. Les échanges ont métissé les mœurs des Pygmées. Ils ont adopté la hiérarchie masculine, la dot pour les mariages, la polygamie et de nouveaux objets. La pauvreté inexistante chez les pygmées de la forêt est apparue chez les pygmées sédentarisés. Moins autonomes dans leur nouveau mode de vie, ils sont exposés à la discrimination, au racisme et à l'exclusion des droits civiques. Le travail non rémunéré des pygmées en échange d'alcool, de cannabis ou de colle à sniffer est fréquent. Des associations de pygmées sédentaires défendent non pas la réhabilitation de leur paradis perdu, mais l'obtention des mêmes droits que leurs oppresseurs. Ces nouveaux pygmées veulent bénéficier de l'éducation, du travail et des soins de la société moderne. La culture pygmée est progressivement métissée et rayée de la carte. Je pense que l'harmonie sociétale et la gentillesse des pygmées provenaient de leur parfaite intégration à la nature.
La pérennité de leur mode de vie leur donnait une confiance absolue en l'avenir, contrairement aux peuples civilisés plus sujets aux aléas de la vie et à la peur. Cette peur donne des civilisations traumatisées en quête permanente de ressources naturelles et de la vérité perdue. C'est pour cette raison qu'elles envahissent les territoires des nations naturelles et cherchent à leur imposer leur culture, leurs lois, leur fiscalité et leurs croyances. Les sociétés premières sont plus rarement victimes de l'épuisement de leur environnement ou de catastrophes naturelles. Des observateurs pensent que la culture pygmée devrait servir d'exemple aux sociétés modernes moribondes. Contrairement aux peuples premiers polythéistes tolérants des autres cultures, les peuples monothéismes, issus d'un regroupement forcé, sont porteurs d'une histoire douloureuse et d'un paradigme violent qui pratique l'exclusion sociale. J'ai ausculté la mutation des sociétés premières pour mettre en évidence les traumas successifs qui ont engendré nos sociétés modernes. L'évolution ou l'involution des sociétés humaines dites primitives et modernes qui s'opposent dans notre culture s'inscrivent dans la continuation. Les hommes premiers vivent en harmonie avec la nature mère, généreuse, qui les rend pacifiques et aimants. Un accident extérieur provoque la perte de leur habitat naturel et les pousse à l'exode. La perte du territoire des ancêtres, sur lequel se sont construits les mythes, les rites, les croyances et les sépultures des ancêtres, provoque le premier grand déchirement et trauma. Des savoirs disparaissent avec le territoire et engendrent ignorance et inquiétude. La confiance en l'éternité cède à la peur des lendemains, et la peur engendre la violence pour la survie dans un nouvel environnement inconnu à conquérir. La coopération pacifique dans une nature aux ressources inépuisables cède à la compétition pour l'accaparement des ressources devenues rares. La loi des plus forts devient la règle avec la soumission des plus faibles. Une aristocratie militaire invente l'asservissement et les lois humaines de soumission à un ordre aveugle. Les empires et les États soumettent de plus en plus de peuples. L'intellectualisation et la mathématisation des savoirs détruisent les connaissances ancestrales, illimitées dans le temps et l'espace. La spécialisation des sciences rend les savants aveugles dans leur discipline. C'est le second trauma. Tous les savoirs, éducation, information, sont mis au service du pouvoir centralisé pour créer une seule et même culture et religion chez les peuples soumis pour forger une nation unique. C'est le troisième trauma. Les cultures des peuples disparaissent et avec elles la notion de la spiritualité pour épouser une culture matérialiste uniforme. Le matérialisme devient une compensation à l'abondance du paradigme perdu et à la perte du lien spirituel avec la nature et les ancêtres. C'est le quatrième trauma. La marchandisation s'installe partout, les objets marchands deviennent des identifiants culturels et les personnes deviennent fichées électroniquement pour les contrôler. C'est le cinquième trauma. L'individualisme domine, les familles se divisent, la communauté n'existe plus que sur le papier. La population augmente, les ressources deviennent rares et les dictateurs poussent les peuples dans des guerres interétatiques. C'est le sixième trauma. De regroupement en regroupement, les sciences et l'usage abusif de technologies avec l'absence de gestion sérieuse des ressources conduit les dirigeants à vouloir créer un homme nouveau avec le transhumanisme, l'eugénisme et l'extermination de milliards d'êtres humains. C'est la fin de l'humanité. C'est pour éviter que cette dernière étape funeste se réalise que j'ai pensé la révolution mondiale pacifiste ou la révolution internationale. Nous devons néanmoins partir du point où nous en sommes arrivés en Occident, sans aucune brutalité pour redonner leur souveraineté aux différents peuples de la Terre. C'est ce qui m'amène à vous parler de doctrine, État et fédération d'États. Cette dernière est mise en avant pour déconcentrer les pouvoirs régaliens actuels selon l'exemple et le succès incontestable de la société suisse. Je vous remercie pour votre attention. Vive la révolution mondiale pacifiste.